Vous êtes sur afropanorama.com et vous écoutez Entrevue. Notre invité aujourd'hui s'appelle Boniface Moussavouli. Boniface Moussavouli, bonjour. Bonjour Magua Pendi. Merci de nous accorder cette interview. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci. Avant toute chose, je voudrais vous donner le temps de vous présenter au public. Vous êtes un des connaisseurs de la situation de notre pays. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur vous-même? Je suis Boniface Moussavouli, je suis analyste politique et écrivain. Je suis spécialisé dans les questions sécuritaires et des droits de l'homme, également de la politique au Congo et dans la région des Grands Lacs. J'ai écrit 3 livres, 2 sur la crise de Béni. Ces livres se trouvent sur Amazon, la plateforme Amazon. Donc les massacres de Béni en 2017, les génocides congolais en 2017 également, Congo's Béni Massacre en version anglaise en 2018. Ce sont des ouvrages que je recommande à vos auditeurs et à toute personne qui voudrait comprendre réellement ce qui se passe dans cette région en ce qui concerne les crises sécuritaires, les violences et l'évolution de la politique et de la géopolitique au Congo et dans la région des Grands Lacs. Merci beaucoup. Nous mettrons le lien sur vos livres sur la page du site. Aujourd'hui, nous sommes le 14 avril 2019. Quelle est l'actualité dans la région de Béni et dans la région de Butembo? Les territoires de Béni et de Lubero, le territoire de Lubero dont la capitale c'est Butembo, ces territoires sont livrés à une crise multiforme. À Béni, comme tout le monde le sait, il y a une campagne de massacre des populations qui a commencé en octobre 2014 et qui se poursuit. Il se poursuit même, ces massacres se poursuivent même jusqu'à ce week-end. Il y a eu un massacre dans le territoire, dans la collectivité de Batalinga, où 7 civils ont été égorgés. C'est la 23e attaque contre les populations civiles depuis que Félix Tshisekedi est arrivé à la présidence de la République. L'autre crise qui est à Béni, c'est la crise d'Ebola, le virus d'Ebola. Cette crise a éclaté l'année dernière et cette crise est devenue a échappé pratiquement à tout contrôle pour un ensemble de raisons. L'une des raisons, c'est que il y a un discrédit généralisé des autorités depuis que les massacres perdurent dans cette partie du pays. La parole des autorités n'est plus crédible aux yeux de la population. Et donc, lorsqu'on veut organiser la riposte contre l'épidémie d'Ebola, on doit s'appuyer sur les autorités. Or, les autorités en territoire de Béni n'ont plus aucune crédibilité. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que l'épidémie d'Ebola est utilisée de manière affairiste par certains agents humanitaires. Donc, il y a certaines équipes humanitaires qui se servent de cette crise d'Ebola et même certaines autorités, notamment au niveau du ministère de la Santé, qui utilisent cette crise d'Ebola pour se faire de l'argent, pour consommer les financements extérieurs et donc ne rien apporter à la population locale ou bien traquer des gens qui ne sont même pas infectés
et les utiliser pour essayer de gonfler les chiffres, faire des statistiques. Et donc, cette crise sur C'est grave protège ce le que peuple. vous donnez comme affirmation là. Oui, c'est grave, mais c'est la situation réelle actuellement à Beni. Donc, le fait pour certains agents humanitaires et certaines autorités liées au ministère de la Santé utilisent cette crise pour consommer les financements extérieurs destinés à financer la riposte contre Ebola, ça, c'est un autre obstacle. Le troisième obstacle, c'est la militarisation de la lutte contre Ebola. On est dans une situation absurde où les mêmes militaires qui sont vus par la population en train de tuer des populations civiles, ce sont ces mêmes militaires qu'on envoie pour aller prendre les gens soupçonnés ou suspectés d'être infectés par le virus et les amener dans les centres de traitement. La conséquence, c'est que les populations ne veulent plus, les personnes infectées ne veulent plus se manifester, tout simplement parce que ce sont les mêmes militaires habillés en uniforme FARDC qui tuent la population et qu'on envoie pour aller prendre les malades, les amener dans le centre de traitement. L'autre aspect militaire, c'est que depuis quelques mois, on assiste à des attaques militaires contre des centres de traitement d'Ebola. Une attaque spectaculaire s'est déroulée à Itave, je crois, il y a 1 ou 2 mois, à Butembo, et cette attaque a été menée par un groupe d'hommes armés habillés en uniforme FARDC qui a obligé les équipes internationales comme Médecins sans frontières à quitter Beni. Et donc, tous ces facteurs ont entraîné un éparpillement des malades dans des milieux inaccessibles, et donc la situation est devenue incontrôlable. On ne sait plus comment lutter contre cette épidémie avec toute cette multiplication des facteurs aggravants. Alors dernièrement, il y a eu une réunion à Genève où on a envisagé de déclarer cette crise d'Ebola à Beni comme une crise internationale et donc envisager une riposte internationale. Bon, je continue encore à me renseigner sur les contours de cette initiative qui est derrière, comment ça va être mené. Mais la réalité à Beni, c'est que il y a 2 crises et ces crises ont échappé au contrôle des autorités. La crise d'Ebola et la crise des massacres qui prennent des proportions de véritables génocides. Si on restait sur la crise d'Ebola elle-même d'ailleurs, quelle est, pour quelles raisons des groupes armés s'en prennent à un centre de traitement Ebola, au risque de laisser la maladie continuer à évoluer? Quel est l'intérêt pour un groupe armé d'aller attaquer un centre de traitement anti-Ebola? Bah, il y a deux observations qui peuvent être relevées. La première observation, c'est d'abord les assaillants. Les assaillants, ils arrivent dans des véhicules habillés en uniforme FARDC et ils tirent sur les centres de traitement d'Ebola. Ensuite, ils repartent sans être inquiétés. Les groupes armés dans cette région-là, en tout cas les Maï Maï, les groupes armés les plus connus, c'est les Maï Maï, ils ne se promènent jamais dans des véhicules quand ils vont attaquer. Les seuls éléments qui se promènent dans des véhicules de l'armée habillés en uniforme de FARDC, ce sont euh, certains groupes, certaines unités de l'armée congolaise qui échappent plus ou moins au commandement officiel de l'armée, à la hiérarchie officielle de l'armée. Donc, à Beni, il y a une armée, l'armée congolaise, les FARDC, mais ces FARDC sont composés des unités dont certaines échappent complètement à l'autorité hiérarchique de l'armée. Et donc, c'est une armée qui a été créée par amalgame des milices. Donc, il y a certaines milices qui ont été versées dans l'armée et qui continuent à se comporter comme des milices, mais habillées en uniforme de FARDC, qui poursuivent leurs objectifs des milices. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'en parle déjà dans mon livre. Et donc, c'est cette situation-là. Donc, il y a d'abord d'une manière générale, une faillite assez généralisée de la gouvernance
des FARDC, la gouvernance de l'armée déployée en territoire de Beni et de Lubero. C'est une gouvernance qui est catastrophique. Il n'y a pas un contrôle sur les troupes. Les troupes font à peu près ce qu'elles veulent il y a certaines unités qui échappent complètement à la discipline de la hiérarchie de l'armée. Alors, quel est l'objectif? L'objectif est assez clair. L'objectif est assez clair. C'est chasser les humanitaires, pousser les malades à rejoindre leurs familles dans des endroits qui sont inaccessibles pour que cette maladie puisse continuer à contaminer le plus grand nombre possible des populations de cette région. C'est une autre façon de massacrer la population. Ce qu'on n'a pas réussi à tuer à la machette, on les achève par la propagation à grande échelle de l'épidémie. Ensuite, il y a l'attitude même des autorités. Ces individus-là qui commettent des attaques contre les centres de traitement, ils repartent et on ne les retrouve pas, on ne les punit pas, on n'explique même pas qui ils sont. Et voilà, donc c'est ça, cette situation qui est vraiment catastrophique et qui demande des solutions assez urgentes. À vous entendre, il y a une volonté à exterminer la population dans cette région. Qui est derrière tout ça? En tout cas, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer autrement les faits que je viens de vous décrire. Lorsqu'on attaque un centre de traitement d'Ebola et qu'on provoque l'éparpillement des malades, pas une fois, pas deux fois, plusieurs attaques, c'est quoi l'objectif derrière? C'est pousser ces malades à rejoindre leur famille, à les contaminer et à répandre la maladie de façon exponentielle. Et lorsque les autorités n'arrivent pas à retrouver les individus qui attaquent ces centres, on fait tout pour ne pas les retrouver. Parce que dans un état normal, on doit rechercher les individus qui commettent ces attaques et on doit les juger en public pour comprendre qui est derrière, qui les a sponsorisés, qui les a financés, qui les a envoyés et pourquoi. Mais il y a une démission généralisée des autorités judiciaires telles que ces attaques sont en train de se reproduire. C'est quoi l'objectif derrière? N'importe qui peut en tirer les conclusions. La parole des autorités est décrédibilisée. Il faut quand même qu'on réagisse par rapport à cette épidémie parce qu'il y a beaucoup de morts. Qui aujourd'hui dans la région serait susceptible d'être entendu, d'être écouté par la population et autour de qui on pourrait s'appuyer pour réorganiser la riposte? Je pense qu'il n'y a pas un homme providentiel dans cette situation. C'est une situation qui a atteint un niveau de gravité tel que plusieurs acteurs doivent se mettre autour d'une table, vraiment tous à la fois. Je pense que Félix Tshisekedi, il est le président, peu importe les conditions dans lesquelles il a accédé à la présidence, mais il est là, il est le président. Je pense que il doit pouvoir s'appuyer sur d'abord les structures locales comme la société civile, mais aussi sur des personnalités qui ont de l'influence dans cette région, comme Mbusa Nyamwisi, comme Martin Fayulu qui a été accueilli de façon très populaire dans cette région. Je pense que tous ces acteurs-là, qui ont une certaine influence, une certaine capacité à pouvoir agir sur une crise comme celle-là, peuvent mettre leurs désaccords politiques et idéologiques de côté et se dire on va sauver cette population, on se réunit, on nomme une équipe qui va assurer la gouvernance de la riposte contre Ebola à Beni. Voilà. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on peut agir. Il n'y a pas un homme providentiel. Il n'y a pas un homme qui va dire je vais régler le problème d'Ebola à Beni. Non. Mais il faut qu'il y ait quand même une dynamique, et cette dynamique doit associer tous les acteurs, le président Tshisekedi, Mbusa Nyamwisi, la société civile, les équipes médicales, la communauté internationale. On organise une sorte de forum et puis on nomme une équipe qui va aller organiser la gouvernance. Parce que ce qui pose problème dans la riposte contre Ebola, c'est qu'il y a un vide de gouvernance qui est tout simplement calamiteux. La question d'Ebola existait déjà du temps du président Kabila. Elle continue aujourd'hui.
C'est en raison d'Ebola que les élections n'ont pas été organisées le 30 décembre dans la région. On les a organisées quelques mois plus tard, il y a quelques jours. Est-ce que les raisons pour lesquelles on avait refusé aux habitants de Beni de voter en décembre ont évolué suffisamment pour que l'organisation du scrutin il y a quelques jours ait été plus sécuritaire qu'elle ne l'aurait été si elle avait eu lieu le 30 décembre? Bon, Ebola, Ebola, dans le cadre des élections, a été plus un prétexte qu'une raison valable. Un prétexte, c'est tout simplement parce que les candidats comme Fayoul ou comme Félix Tshisekedi sont arrivés à Beni. Ils sont arrivés à Beni. Ensuite, tout le monde sait que il y a il y a des vols qui vont de Beni à Kinshasa. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont de Kinshasa à Beni, de Beni à Kinshasa chaque semaine. Beni, touché par Ebola, n'était pas touché par Ebola à un niveau tel que il fallait justifier l'annulation carrément de l'élection présidentielle et la suspension des élections législatives. C'était une façon, je crois, de punir cette population dans le cadre d'une sorte de rejet du pouvoir précédent vis-à-vis de cette population qui est un peu qui était mal vue par le régime de Joseph Kabila. C'était ça principalement la raison. Mais l'ampleur de l'infection du virus d'Ebola est plus grande aujourd'hui que à l'époque où on avait décidé d'annuler l'élection présidentielle dans cette partie du pays. Donc Ebola était un prétexte. Est-ce que la relative popularité de Martin Fayoul dans la région aurait-elle joué dans la prise de cette décision? C'est évident. C'est évident. Comment est-ce qu'aujourd'hui, avec l'actuel président, donc qui a été élu le 30 décembre, on va pas revenir sur les conditions. Comment est-ce que vous voyez son attitude par rapport à la crise de Beni? Bon, il a eu quelques initiatives. Il a réuni les dignitaires originaires de Beni Butembo à Kinshasa pour parler sécurité. Ensuite, j'ai appris qu'il envisageait d'effectuer un déplacement à Beni. Et pendant la campagne électorale, il avait promis que, une fois élu, il viendrait s'installer lui et son gouvernement à Beni jusqu'à ce que la crise sécuritaire, les massacres notamment, s'arrêtent. Bon, euh, voilà, ce sont des initiatives qui sont là. Après, on verra leur efficacité, mais on ne va pas le juger hâtivement. Il n'est qu'à une centaine de jours de la présidence. Jusqu'à présent, il n'a pas eu une attitude ni défavorable ni agressive vis-à-vis de la population de Béni. Je pense qu'on peut lui accorder une certaine compréhension et puis attendre de voir comment il met en application ses intentions vis-à-vis de Béni. Vous faites partie de ceux qui lui ont reproché son attitude lors de la visite au mémorial du génocide au Rwanda. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus là-dessus? Bon, moi j'ai écrit un livre intitulé Les génocides des Congolais. Je pense que la plus grande campagne d'extermination des populations dans cette région s'est déroulée au Congo, pas au Rwanda. Au Rwanda, c'était 800 morts, 800 000 morts. Au Congo, c'est 6 millions de morts et même plus. Et donc, s'il y a un dirigeant congolais qui pense à honorer la mémoire des victimes des exterminations massives des personnes civiles, ça doit se faire avant tout au Congo.
Et puis, il y a un problème, c'est que les campagnes de massacres qui ont endeuillé le Congo ont été menées à partir du Rwanda par les militaires rwandais sous l'autorité de Paul Kagame et de James Kabarebe, les deux grandes figures de la politique rwandaise. Alors, aller s'incliner devant ces gens-là, c'est vrai, les victimes du génocide sont là. Aller faire le geste que Tshisekedi a fait au Rwanda sans avoir pensé à s'incliner sur les victimes congolaises. 6 millions de morts, ce n'est pas rien. C'est pratiquement chaque famille originaire de l'Est du Congo qui connaît un membre qui a été tué de manière violente au cours des agressions rwandaises au Congo. C'est un geste de Tshisekedi qui a quand même affecté les gens dans l'Est du Congo, qui a bouleversé les gens. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il faut répéter. C'est pas quelque chose qu'il faut répéter. Il faut quand même respecter le peuple congolais. Il faut respecter la douleur de ces femmes congolaises violées en masse, contaminées au sida par des criminels envoyés par le Rwanda dans l'Est du Congo. Il faut respecter les enfants du Kivu qui ont vu leur père et mère égorgés à leur présence. Il faut respecter la douleur de ces populations de l'Est du Congo qui ont été chassées de leur village, incendiées ou tuées en masse. Je pense que aller au Rwanda sous Kagame, aller faire un geste comme ça sans l'avoir fait au Congo, c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire parce que ça blesse profondément les vraies victimes des massacres de la région qui sont les populations congolaises. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous écoutez Entrevue, vous êtes sur afropanorama.com et notre invité aujourd'hui s'appelle Boniface Moussavouli, analyste politique et écrivain, spécialiste des questions sécuritaires dans l'Est du Congo et dans la région des Grands Lacs. Boniface Moussavouli, pour ceux qui suivent de loin ce qui se passe en Afrique des Grands Lacs, parfois ils ont l'impression que la situation est très compliquée. Mais le Rwanda est incriminé. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, de manière assez claire, quel rôle joue le Rwanda dans la crise, par exemple, qui touche Beni Lubero? Le Rwanda, dans mon livre Les massacres de Beni, le sous-titre c'était c'est Kabila, le Rwanda et les faux islamistes. Le Rwanda joue un rôle de premier plan. Le Rwanda joue un rôle de premier plan parce que au cours de mes recherches, j'ai découvert deux choses. La première, c'est que les islamistes ADF n'existent pas. Il n'y a pas de terrorisme islamiste à Beni. Ce qui se passe à Beni, c'est la poursuite de la guerre d'occupation et de contrôle du territoire de l'Est du Congo par le Rwanda et les parrains du Rwanda. Il y a eu deux forces déployées à Beni. La première force fut déployée en application de l'accord du 23 mars 2009. Cet accord, c'est l'accord qui avait inauguré l'opération Umoja-Wetu, une opération qui consistait pour le Rwanda à déployer des milliers de ses soldats dans l'Est du Congo, dans la foulée d'une offensive qui avait été menée par le CNDP de Laurent Nkunda et Bosco Ntaganda. Je vous passe les détails. Donc, une fois ces militaires rwandais sur le sol congolais, ils étaient plus de 12 000. Il y a eu un retour au Rwanda de forces rwandaises et ce retour concernait à peu près 3 000 militaires rwandais seulement. Où sont passés les autres militaires? Ils sont passés où? Ces militaires rwandais ont été versés dans les rangs des FARDC. Ensuite, en application de cet accord de 2009, de mars 2009, qui donnera d'ailleurs lieu à la guerre du M23, c'est-à-dire la guerre pour obliger le Congo à appliquer intégralement l'accord du 23 mars 2009. Les unités qu'on appelait les régiments, c'est-à-dire les milices rwandaises en fait, les forces du CNDP,
qu'on avait habillés en uniforme FARDC ont été déployés dans presque 60% des zones opérationnelles dans le Kivu et l'Ituri. Et donc, ces forces rwandaises se sont retrouvées à Beni. Bosco Ntaganda s'est retrouvé, c'est un général rwandais, il s'est retrouvé jusqu'à Beni avec un certain nombre de militaires rwandais, et ce sont eux qui se sont installés là-bas. Ensuite, en 2013, il y a eu un événement que les gens n'ont pas vu venir, une arrivée massive des populations rwandaises à Beni et dans le territoire voisin de Beni, le territoire d'Irumu, en province d'Ituri. Ces populations ont été plusieurs dizaines de milliers, plus de 70 000 à 80 000. Et donc ces populations, on s'est posé la question de savoir d'où viennent ces populations. Le discours officiel a consisté à mentir, en présentant ces populations comme des Hutus du Massis. Ce qui est faux, parce que, après vérification, nous avons découvert que il n'y avait aucun village au Massis qui se virait de ces populations. D'où sont donc venus ces 80 000 personnes qui ne parlaient que Kinyarwanda jusqu'à Beni et en Ituri. Nous avons découvert que ces populations venaient du Rwanda. Et une partie de ces populations étaient des criminels rwandais qui étaient dans des prisons au Rwanda. Et que donc on a déversé à Beni et à Butembo. À Beni, à Butembo et dans le, non, à Beni dans le sud Lubero et en Ituri. Et ce sont donc ces populations-là, des criminels rwandais qu'on a déversés à Beni, qui se sont livrés à des tueries à la machette. Et les images montrent clairement que au Congo, il n'y a pas de gens qui tuent les gens comme ça, à la machette, éventrer des femmes, égorger des bébés et tout ça. Ces pratiques-là, ce sont des pratiques qu'on a vues au Rwanda pendant le génocide, et ça correspond à peu près à ce que font les armées rwandaises et les milices rwandaises. Et donc, ces populations étaient encadrées à Beni par des forces rwandaises qui avaient été versées dans les FARDC. On les appelle des unités FARDC, mais en réalité, ce sont des militaires rwandais qui avaient été déployés à Beni et qui sont habillés jusqu'à aujourd'hui en uniforme FARDC. Donc, le Rwanda, dans la crise de Beni, est vraiment en première ligne. C'est pour cela que j'ai intitulé mon livre Kabila, parce que c'est Kabila qui a autorisé l'arrivée de ces tueurs rwandais jusqu'à Beni. Le Rwanda et les faux islamistes étant les faux ADF, ils se cachent derrière l'étiquette ADF. Mais dans quel intérêt le président du Congo va accepter de recevoir un tel afflux de population qui serait même en partie composé des criminels? Joseph Kabila est un homme qui vient de quelque part. C'est un ancien militaire de Paul Kagame. Et au Congo, tout le monde le sait, dans l'est du Congo, Joseph Kabila a toujours travaillé avec des militaires rwandais, avec l'armée rwandaise. C'est des notoriétés publiques. Il les nomme dans des postes de commandement. Il avait nommé un homme comme Bosco Ntaganda, qui est notoirement connu pour être un sujet rwandais. Donc, Joseph Kabila a toujours été à l'aise avec les forces rwandaises et bon, avec son poste de président de la République au Congo. C'est des notoriétés publiques. Alors, dans quel intérêt il a envoyé ces criminels à Beni? Il y a peut-être deux raisons. La première raison, c'est que Kabila a déjà exprimé clairement qu'il déteste les Nandes. Il a dit clairement, il a dit au cours d'une réunion à Kingakati, que je déteste les Nandes et je vais les rendre pauvres. Il a dit comme ça. Il a une haine profonde contre les Nandes, et surtout depuis le départ de Mbusa Nyamwisi, de son gouvernement, est parti en exil, et depuis que Mbusa Nyamwisi est devenu un opposant très farouche à son égard. Ce que vous dites là peut être vérifié, peut être documenté? Ah oui, ça va être documenté. Je le cite dans mon ouvrage. Ensuite, il y a une volonté permanente du Rwanda de déverser au Congo tous les individus dont il ne veut pas. Des criminels qui sont en prison, ce sont des individus qui coûtent cher à entretenir, comment dirais-je? Le Rwanda avait déclaré que ces criminels avaient disparu. 30 000 criminels condamnés pour génocide qui avaient disparu des prisons du Rwanda. Vous vous rendez compte, dans un pays comme le Rwanda, 30 000 personnes condamnées pour génocide qui disparaissent des prisons. C'est hallucinant. Et donc, il y a une volonté du Rwanda de se débarrasser d'une partie de sa population, y compris des populations dont l'État rwandais ne veut pas. Et donc, le Congo est devenu une sorte d'exutoire où
le Rwanda jette toutes sortes d'individus et Joseph Kabila, qui est très lié au régime Tutsi de Kigali, accepte ces individus au Congo. Il les introduit au Congo. C'est cela en fait la réalité. Vous nous dites qu'il n'y a pas d'islamistes dans la problématique de l'Est du pays. Cependant, lors de sa dernière visite à Washington, dans un de ses discours, le président Tshisekedi a évoqué la menace islamiste dans l'Est du pays pour expliquer tous les désordres qu'on y connaît. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Cette déclaration de Félix Tshisekedi est une déclaration très grave. Une déclaration très grave parce que si elle est prise à la lettre, elle pourrait amener les véritables islamistes, c'est-à-dire les Al-Shabaab et Al-Qaïda, à considérer le Congo comme une cible. La réalité est que même les ADF du temps où ils existaient, ils n'avaient pas de revendications islamistes. Les ADF travaillaient avec un autre groupe rebelle ougandais qui s'appelait Nalu. Ce groupe rebelle ougandais Nalu, c'est un groupe qui était composé de Konjo et de l'ethnie l'approche de Idi Amin. Ce groupe-là n'était pas musulman. Et donc, les ADF et les Nalu travaillaient ensemble, mais les ADF n'avaient jamais cherché à convertir les Nalu. Vous comprenez? Donc, les ADF ne sont pas dans un messianisme, dans une campagne de conversion forcée des gens. Et les ADF n'ont jamais publié un seul communiqué où ils revendiquent les attaques qu'ils mènent contre la population. Donc, il n'y a pas de terrorisme islamiste à Beni. Il n'y en a pas. Ce que Félix Tshisekedi a dit à Washington, c'est quelque chose d'abord de faux, mais aussi quelque chose de très grave, parce que ça peut susciter l'intérêt des groupes islamistes étrangers. Deuxième élément, les musulmans à Beni, et même dans le reste du Congo, c'est à peu près 2 à 5% de la population. Les mouvements islamistes prospèrent dans des pays où il y a de grosses masses de populations musulmanes qui sont persécutées. L'État congolais n'a jamais persécuté les musulmans. Il n'y a jamais eu de mouvement de protestation des musulmans au Congo par rapport à leur religion, par rapport à une persécution. Comment est-ce que un mouvement terroriste musulman peut éclater dans un pays où il n'y a que 2% des musulmans et en plus ce sont des musulmans paisibles qui ne revendiquent rien, qui n'exigent rien? Parce que le terrorisme consiste à imposer à une société, à un État, des revendications communautaires ou politiques. C'est quoi les revendications communautaires et politiques des musulmans congolais? Il n'y en a pas. Et donc, il est totalement absurde de parler de terrorisme islamiste au Congo. Il n'y en a pas. Ok. Si on vous suit très bien, Félix Tshisekedi s'est totalement trompé, mais j'imagine que ces éléments de langage ou cette information doit lui avoir été donnée ou soufflée. Dans quel intérêt? Alors, il y a un intérêt stratégique. Il y a un intérêt stratégique, c'est que lorsque un pays fait partie des pays considérés comme menacés par le terrorisme islamiste, ce pays devient l'allié des puissances occidentales qui sont engagées dans la lutte internationale contre le terrorisme islamiste. Vous me suivez? Oui, dans ces conditions, le Congo serait ipso facto très proche des États-Unis actuellement ou de l'Occident et qui est la cible privilégiée de ces terroristes. Et donc, on est en train d'appeler une menace terroriste chez nous, si je vous suis bien. C'est à peu près ce raisonnement-là. Donc, si le Congo est aujourd'hui considéré par le département d'État et la Maison-Blanche comme un pays menacé par le terrorisme islamiste, les États-Unis vont réagir de deux façons. Premièrement, ils vont envisager un budget de lutte contre le terrorisme islamiste au Congo. Vous me suivez? Je vous suis parfaitement. Deuxièmement, ils vont
Deuxièmement, il faut embarquer le Congo dans la lutte internationale contre le terrorisme. Ça veut dire que on pourrait retrouver des militaires congolais en Somalie pour lutter contre les Al-Shabaab, ou en Afghanistan, ou en Irak. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que si des militaires congolais se retrouvent en Somalie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun militaire congolais engagé dans des pays musulmans. Aucun. Mais si la communauté internationale ou les puissances occidentales considèrent que le Congo fait désormais partie des pays qui sont menacés par le terrorisme islamiste, alors que ce n'est pas le cas, ils vont fournir de l'aide militaire au Congo et en échange de cette aide, ils vont demander aux Congolais, à l'armée congolaise par exemple, de faire partie de la coalition internationale qui s'engage en Irak dans les guerres, ces guerres-là difficiles en Irak, en Somalie, un peu comme l'Ouganda. Et là, nous risquons d'avoir des attentats terroristes, alors là, véritablement, sur le sol congolais, comme l'Ouganda et le Kenya sont en train de subir ces attentats terroristes. Et ça, c'est très dangereux. Il faut que le Congo soit vraiment épargné de cette affaire de terrorisme islamiste. Il n'y a pas de terrorisme islamiste au Congo et il ne faut pas que le Congo soit embarqué dans cette guerre internationale contre le terrorisme islamiste, parce que si on envoie nos soldats, on commence à envoyer nos soldats dans des missions comme en Afghanistan ou en Somalie, nous allons subir les conséquences, les terroristes vont venir nous frapper, alors les vrais terroristes, pas les faux ADF qui sont en réalité des milices des milices rwandaises qui tuent la population à Béni. L'armée congolaise a déjà fort à faire pour sécuriser l'est du pays, donc je pense pas que on a intérêt à s'embarquer dans une autre guerre ailleurs dans le monde. Exact, exact. Donc, Mais quelles que soient les raisons, alors l'objectif, évidemment, l'objectif de Kabila et maintenant l'objectif de Tshisekedi, je l'imagine, c'est un peu de se rapprocher de ces puissances occidentales qui ont toujours boudé la légitimité des présidents au Congo. Donc, à partir du moment où vous faites partie de la coalition internationale de lutte contre le terrorisme, vous devenez un partenaire et on peut vous recevoir à l'Élysée, à la Maison Blanche, on peut vous signer un chèque à blanc, on peut vous laisser maltraiter vos opposants. Les questions des droits de l'homme, on les met à côté. On n'embête pas un président qui lutte contre le terrorisme islamiste. oui, on a l'exemple avec le Tchad. Exact. Mais alors dans ces conditions-là, on va revenir un peu sur la campagne électorale. Il avait été beaucoup reproché à Martin Fayulu d'être proche des impérialistes, à voir l'activité déployée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son arrivée au pouvoir. Il ne tourne pas les dos aux impérialistes. Euh, les, les impérialistes, je pense que le Congo est dans une situation de si grande fragilité que nous devons traiter avec tous les partenaires internationaux, les partenaires traditionnels du Congo. C'est depuis Mobutu que le Congo a noué des partenariats dans des niveaux très variés avec des puissances occidentales, les États-Unis, la France, la Belgique. Je pense que il est absurde de penser que on peut agir au Congo sans en coupant les liens avec la Belgique, avec la France, avec les États-Unis, que ce soit les hommes politiques, que ce soit le gouvernement, que ce soit les ONG, que ce soit la société civile, que ce soit l'Église, toute la société, toutes les composantes de la société congolaise ont des liens avec ces puissances qu'on appelle des impérialistes. Nous ne pouvons réduire l'influence de ces pays que si nous commençons à nous approprier certaines choses, par exemple, une partie de notre économie. Nous devons être en mesure de financer, par exemple, tout seul notre budget national, les infrastructures, réduire l'influence des ONG financées par l'Occident. Mais pour le moment, nous sommes extrêmement dépendants. D'ailleurs, il suffit de regarder l'écrasante majorité
diaspora congolaise qui agit pour faire avancer les idées politiques au Congo. Ce sont des intellectuels qui vivent dans ces pays qu'on qualifie d'impérialistes. Je pense que ces débats sur l'impérialisme, c'est un débat qu'il faut essayer d'éclairer, de clarifier, et essayer de rester dans un dogmatisme qui est assez fade, qui est sans contenu, Boniface Moussavouli, nous tendons vers la fin. Je rappelle que nous sommes sur afropanorama.com et que vous écoutez Entrevue. Lors de ce voyage à Washington, le président Tshisekedi a reproché à Martin Fayulu, ou en tout cas aux adeptes de Martin Fayulu, une certaine forme de tribalisme actif à l'encontre de la communauté Luba. Martin Fayulu était quasiment inconnu avant la réunion de Genève, et puis quand il a fait sa campagne électorale, on a vu qu'il a eu beaucoup de succès, notamment dans la région de Béni. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez, ou dans quelle mesure le succès de Martin Fayulu serait lié à des contingences tribales? D'abord, le succès de Martin Fayulu à Beni, Butembo, Bunia et ensuite Kalemi, Mbandaka signifie que cet homme a été considéré par les Congolais comme l'incarnation des valeurs. Ces valeurs, c'était la rupture radicale avec Kabila et le système Kabila. C'est ça que les Congolais ont voulu exprimer en organisant des grandes manifestations lors des déplacements de Martin Fayulu. Peu importe l'individu qui aurait porté ces revendications, ses origines, il aurait été reçu de façon massive à travers le pays. Cela veut dire que les Congolais ont déjà dépassé le cadre tribal, même s'ils ont toujours conscience de leur appartenance tribale et ethnique. Lorsqu'il s'agit des enjeux nationaux, ils savent faire la différence. Première chose. La deuxième chose, c'est que Martin Fayulu à Beni et Butembo, c'est aussi Étienne Tshisekedi à 2011 à Beni et Butembo. Étienne Tshisekedi a recueilli des scores incroyables, notamment en territoire de Lubero, à Beni. Pourquoi? Parce qu'Étienne Tshisekedi incarnait la rupture, il incarnait le changement, le vrai changement. Vous voyez, dans cette partie-là du Congo, les gens ont tellement souffert qu'ils ne veulent pas des changements tièdes. Ils veulent des changements qui sont radicaux. Et donc, la façon dont Étienne Tshisekedi a été reçu et élu en territoire de Beni et Butembo en 2011, c'est un peu de cette même façon que ces mêmes populations ont plébiscité Martin Fayulu. Donc nous sommes au-delà des considérations tribales. Nous sommes dans une région qui est très, très nationaliste, très patriotique, très congolaise. Le sentiment national congolais, il est là, à Beni, Butembo, Bunia, dans cette région-là où il y a vraiment une revendication il y a une demande de l'État congolais. Alors, il y a une partie des membres de l'UDPS et des partisans de Tshisekedi qui a essayé d'utiliser l'argument tribal pour essayer un peu d'intimider les gens et de pousser les gens à se sentir gênés, à ne plus débattre. Mais je pense que c'est un argument qui ne peut pas durer longtemps. C'est une façon de vous de vous imposer le silence pour que vous ne puissiez pas aborder les questions de fond. Parce que quand on vous accuse d'être tribaliste ou raciste, bah, vous ne savez plus comment revenir dans le débat. Vous voyez, c'est une tactique rhétorique. Mais la réalité, c'est que le peuple congolais, dans son ensemble, même si individuellement les gens ont conscience de leur appartenance, de leurs origines, mais lorsqu'il s'agit des enjeux nationaux, ils savent se dépasser et s'engager en fonction des intérêts du Congo. Boniface Moussavouli, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avant de conclure, je vous laisse 30 secondes pour un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que le Congo est dans une situation confuse, une sorte d'impasse. Je pense que la revendication de la vérité des urnes doit continuer d'être portée. En même temps, il faut donner à Félix Tshisekedi
la possibilité d'agir chaque fois qu'il est dans les bonnes intentions. Nous ne devons pas être dans une sorte de rejet permanent ou de contestation permanente de la personne de Félix Tshisekedi. C'est quand même lui qui est là et qui occupe le poste et qui engage le pays. Chaque fois qu'il est de bonne foi et qu'il est en situation d'agir, je pense que toutes les bonnes volontés doivent l'accompagner. Mais en même temps, nous ne devons pas perdre de vue le fait qu'on a volé au peuple congolais son vote et qu'en 2023, nous devons nous organiser de manière que ce qui s'est passé en 2018 et même à 2011 ne puisse pas se reproduire en 2023. Moussavouli Boniface, analyste politique, écrivain, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Amis à l'écoute, merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous écouteront sur YouTube, nous serions heureux que vous partagiez la vidéo, que vous likez la vidéo et que vous vous abonnez à notre chaîne. Merci et à la fois prochaine.